C'est vous qui êtes notre équipe et tous ceux qui ont voté pour cette élection. C'est notre grande campagne nationale. Et je me rends compte que c'est une reconnaissance pour tout ce que nous avons fait pendant ces années qui n'ont pas été faciles. Maintenant, nous allons pouvoir continuer à travailler aussi dur et aussi bien à l'avenir. Le ton est exalté, presque euphorique, et pourtant le résultat, lui, est tout sauf une surprise. Vladimir Poutine a donc été réélu triomphalement la nuit dernière à la tête de la Russie. Une victoire attendue, même si elle dépasse encore par son ampleur ce qui avait été pronostiqué jusque-là. Plus de 76% des suffrages. C'est tout simplement le meilleur score jamais réalisé par Vladimir Poutine qui se présentait pour la 4e fois devant les électeurs russes. On en parle avec vous, Vladimir Pozner. Bonjour. Bonjour. Venez me rejoindre, vous êtes journaliste, vous êtes documentariste, vous êtes écrivain franco-russo-américain. Vous êtes très connu ici, mais aussi aux États-Unis, puisque vous avez notamment animé des émissions des deux côtés à l'époque du Pacifique, des émissions qui symbolisaient le rapprochement entre les deux pays du temps de la perestroïka. Et on vous connaît aussi en France, puisque vous êtes de mère française. Exactement. Cette victoire, pour vous, elle représente quoi? C'est un triomphe vraiment ou juste une évidence, presque une fatalité? C'est les deux, c'est une fatalité, mais c'est aussi un triomphe parce qu'on n'attendait pas que M. Poutine allait recevoir tant de support. On disait peut-être 55%, peut-être un peu plus. Tout de même, il a reçu 76%. C'est énorme. Et c'est un mandat pour faire des choses importantes. Et je crois qu'on verra dans ces 6 années des grands changements en Russie, justement. Ça va être différent de ce qu'on a vu jusque-là, c'est ce que vous nous dites. D'abord, chacun scrutait ce taux de participation. C'était la donnée essentielle. On est finalement à 67%. C'est mieux qu'en 2012, mais pas beaucoup mieux. C'est significatif. On entend des ONG dire on a tout fait pour faire voter les gens, on a offert à manger, on a offert des places de spectacle. Est-ce que ça pèse sur le résultat final, ça, d'après vous? Pour manger, écoutez, les gens n'ont pas tellement faim. Ici, quand on va voter, il y a toujours un petit stand. On peut boire du Coca-Cola, on peut prendre un sandwich, c'est toujours comme ça. C'est dans la mentalité russe, c'est un trait culturel festif plus qu'une volonté de manipuler le suffrage? Certainement, et ensuite pour les Russes en général, voter ce n'est pas encore quelque chose qu'on comprend comme un devoir civil. Parce que c'était toujours quelque chose qu'on faisait parce que c'était la chose à faire, surtout dans les années soviétiques, quand il n'y avait pas de choix du tout. Mais on allait voter de toute façon. Maintenant, c'est changé, mais tout de même, la pensée est un peu la même. Alors, c'est pas tout à fait comme en Europe occidentale. Et ça, il faut le comprendre. Et pour les 67%, c'est pas mal. Mais je sais qu'il voulait plus, 70. Oui. Pas arrivé, hein. Oui. Alors tout de même, mais c'est indicatif. Non seulement ça, mais à Moscou, par exemple, c'était 55 ou 52. Oui. À Saint-Pétersbourg, 56. Alors vous voyez que c'était pas aussi bon que tout ça. Vous l'analysez comment? Par une forme de résignation d'une partie de l'électorat, notamment urbain, ici à Moscou? Je crois que c'est plusieurs choses en même temps. D'un côté, il va gagner de toute façon, alors pourquoi aller voter? D'un autre côté, on ne peut rien changer, pourquoi aller voter? D'un autre côté, bon, c'est dimanche, je veux aller à la campagne. C'est tout genre de choses. Comment diriez-vous, comment l'expliqueriez-vous plutôt que face à ce président qui a quand même mobilisé hier 3 électeurs sur 4, 3 électeurs sur 4 qui ont mis un bulletin dans l'urne, ont mis un bulletin Poutine dans l'urne, et finalement on se retrouve avec les 7 autres qui se partagent les 25% restants. J'ai utilisé l'image hier un peu pour rigoler de Poutine et les 7 nains, mais c'est vraiment ça. Pourquoi aucune alternative n'émerge? Ça, c'est un défi pour Poutine. Le fait qu'il n'y a pas d'autres candidats, d'autres personnages qui intéressent le peuple. Il n'y a personne. Et c'est un peu grâce à ce que Poutine a fait pendant ces années, parce qu'il a éloigné beaucoup de gens qui ne veulent pas, qui ne veulent même pas risquer ça. Alors ça, c'est un problème sérieux pour la Russie et pour la démocratie. Hein. Quand vous dites c'est ce qu'a fait Poutine, c'est la crainte qui l'inspire, ou bien ce sont ses succès à la tête du pays, et il cite souvent la stabilité? Je dirais les deux. La stabilité est très importante pour les Russes. Ils ont marre de changement. Le fait qu'il leur a redonné leur sentiment de fierté qu'ils avaient perdu dans les années 90, mais aussi un peu dangereux peut-être de se battre contre Poutine. Pour vous, c'est quoi la principale réussite de Poutine?
Si on devait en citer une au cours de ces 18 années déjà à la tête du pays, si on inclut évidemment l'intermède avec Medvedev, cette sorte de roc aux échecs, où l'un prend le poste de Premier ministre et l'autre de président. Tout à fait. Le grand succès, c'est qu'il a le support de la nation, vraiment. Parce qu'il a remonté la Russie économiquement ? Non, il a redonné aux Russes le sentiment de fierté qui, pour eux, est la chose la plus importante. On veut bien moins manger, moins avoir d'argent, mais être fier de son pays. Et pendant plus de 10 ans, il n'y avait pas cette fierté. C'est lui qui l'a rendu en disant à l'Occident, vous ne pouvez pas nous ignorer, vous ne pouvez pas nous traiter comme un pays d'aucune importance. C'est ça la chose. Mais cette chose-là ne peut pas durer pour toujours. Oui. Alors, pourtant, justement, les 6 ans qui vont maintenant arriver, ça, on verra. Ça sera quelque chose de différent. Justement, quel est le principal défi ? Qu'est-ce que Poutine n'a pas fait jusque-là ou qu'est-ce qu'il a raté jusque-là et qu'il va devoir résoudre dans les 6 prochaines années ? C'est l'économie, nettement. La Russie ne progresse pas économiquement. Elle est dans une situation un peu de rien du tout. Elle ne gagne pas. Alors c'est là qu'il faut changer les choses, que les gens veulent travailler. Pour la jeunesse, question, mais qu'est-ce que je fais demain ? Est-ce qu'il y a un futur pour moi ou non ? C'est là où il doit faire un effort énorme. Pour vous, la Russie, c'est une démocratie aujourd'hui ? Non, c'est un pays qui, peu à peu, si vous voulez, bouge dans la direction de démocratie. Mais ce n'est pas encore un pays démocratique parce que les gens ne sont pas démocratiques. Ils n'ont pas ce sentiment. Il n'y a jamais eu de démocratie en Russie. Et alors c'est quelque chose qui s'apprend. Merci beaucoup Vladimir Pozner. En tout cas, ce que vous évoquez là, ce sentiment que vous évoquez, eh bien, il est partagé par plusieurs dirigeants de la planète. Alors si bien sûr il y a des télégrammes de félicitations qui se bousculent ces dernières heures, il y a aussi quelques bémols, notamment du côté de l'Europe. Écoutez. La Russie restera un partenaire difficile, mais nous avons besoin d'elle pour trouver des solutions aux conflits internationaux majeurs. Pour cette raison, nous voulons maintenir le dialogue, mais nous demandons aussi que la Russie contribue de manière constructive, davantage que par le passé. Pardon ? Il y a eu Macron, il y a eu l'Allemand. Au sujet de la Syrie, le président de la République a fait part de sa grande préoccupation sur la situation, tant dans le canton d'Afrin que dans la Ghouta orientale, et a appelé la Russie à faire ses meilleurs efforts pour que cessent les combats et les pertes civiles. Je vais vous dire, je vais vous le rappeler. Venez ici. Ok, et j'ai compris qu'il faut plus par là et moins monsieur. Voilà, et à mes côtés, j'accueille Thierry Mariani. Bonjour, vous présidez l'association Dialogue France-Russie. Vous avez été député Les Républicains pour les Français de l'étranger, la 11e circonscription, celle qui couvrait la Russie. La Russie, c'est une longue histoire pour vous ? Oui, écoutez, ça a commencé tout simplement quand j'étais dans une école militaire où j'étais quasiment forcé d'apprendre le russe parce qu'à l'époque, c'était la guerre froide. Et depuis, c'est devenu un plaisir et non plus une contrainte, c'est ça ? Oui, depuis, c'est devenu un plaisir, comme toute la zone, on va dire, de l'ex-Union soviétique, parce qu'à force, c'est une zone que je commence à connaître un peu. Alors, ces réactions qu'on écoutait à l'instant, je vous les résume, parce que c'est vrai que vous nous avez rejoints en cours, Thierry Mariani, mais on entendait notamment le ministre allemand des Affaires étrangères qui espérait que la Russie se prête davantage au dialogue. On sent un certain scepticisme du côté de l'Allemagne, et puis aussi du côté de la France. Félicitations par un communiqué de l'Élysée, qui là aussi demande néanmoins des éclaircissements sur cette fameuse affaire Salisbury, la tentative d'assassinat sur un espion, Sergei Skripal. D'abord, avant de revenir sur le fond de l'affaire, faut-il, pour vous, Thierry Mariani, aujourd'hui, avoir peur de Vladimir Poutine ? Est-ce qu'on n'a quand même pas des raisons de s'inquiéter un peu en ce moment en Occident et en Europe quand on voit justement ce qui se passe, quand on voit cette affaire de Salisbury, entre autres ? Cette affaire, c'est assez extraordinaire, parce qu'en réalité, on demande à la Russie, à Vladimir Poutine, de prouver qu'ils sont innocents. D'habitude, c'est l'inverse. Voilà, quand j'entends, par exemple, la déclaration du président de la République française, tout laisse à penser que... Mais ce n'est pas une preuve. Il y a quand même un gaz, le Novichok, qui, jusqu'à présent, n'avait été utilisé que par les Russes, dont on savait que les Russes l'avaient en leur possession dans les années 80. Oui, jusqu'à présent. Mais je répète, normalement, on doit prouver la culpabilité de quelqu'un et on ne demande pas à quelqu'un de prouver son innocence. Voilà. Deuxièmement, on a toujours ces sanctions qui pèsent depuis des années, où on se demande quand est-ce qu'on va oser les enlever. Vous le regrettez ? Oui, bien sûr, elles sont stupides. Elles n'ont aujourd'hui plus aucun fondement. Et aujourd'hui, franchement, la non-application des accords de Minsk, elle est autant de responsabilité ukrainienne que russe. L'Europe n'a pas eu raison de réagir face à ce qu'elle a perçu comme étant, avec notamment l'annexion de la Crimée, la violation de souveraineté d'un pays ami, d'un pays européen et d'un pays ami de l'Union européenne ?
Je pense qu'il aurait dû y avoir un peu plus de discussion. La Crimée, il y a quand même eu un référendum. On peut contester les conditions de ce référendum. Mais aujourd'hui, quand je vois la déclaration du Quai d'Orsay hier disant, à l'occasion de l'anniversaire du retour de la Crimée, on attend que la Russie rende la Crimée. Regardons la réalité. La Russie ne rendra jamais la Crimée parce que les Criméens se sentent russes. C'est une région à laquelle je suis allé souvent. Et je pense qu'il faut avoir une politique un peu plus réaliste. Il n'y a pas une volonté, malgré tout, de la part de la Russie aujourd'hui, de la part de Vladimir Poutine, de diviser l'Europe, de favoriser le Brexit, de favoriser les mouvements identitaires? Pourquoi est-ce que le FN et tous les partis nationalistes sont invités ici en tant qu'observateurs? Vous le comprenez, ça? Bien sûr, mais parce que, attendez, les Républicains sont aussi invités. J'étais avec une vingtaine de députés ou d'anciens députés et sénateurs. Tout simplement, la gauche a toujours eu une attitude extrêmement réservée vis-à-vis de Vladimir Poutine et de la Russie. Et le pouvoir actuel et sa majorité ont une attitude, pour le moment, un peu hésitante. Oui. Quel projet porte aujourd'hui Russie Unie? Qu'est-ce qui attire? Parce que c'est vrai qu'on voit même l'ensemble de la droite française progressivement se tourner vers la Russie. Quelle est l'opportunité que vous offre finalement comme perspective Russie Unie? Qu'est-ce qu'on voit à travers la Russie? On voit un État qui d'abord pense à ses intérêts. Ça peut sembler primaire comme remarque, mais je pense que la première des choses quand on fait de la politique, c'est d'abord se poser une seule question, enfin une principale question, qu'est-ce qui est l'intérêt de mon pays? Et la Russie a su appliquer ce principe, quitte par moment à un peu bousculer les autres, mais voilà, la nostalgie ou ce qu'on admire un peu dans le régime de Vladimir Poutine, c'est un pays qui, comme à l'époque le général de Gaulle, savait dire voilà, mon intérêt c'est ça et je le défends. Vous dites, Poutine n'est pas notre adversaire. Tout de même, écoutez ce qu'il disait. C'était lors de son discours annuel devant les corps constitués de la Fédération de Russie. C'était le 1er mars dernier, autant dire avant-hier. Écoutez. Volant à basse altitude, portant une ogive nucléaire avec une portée presque illimitée, des trajectoires de vol imprévisibles et la possibilité de contourner l'interception par des boucliers antimissiles, ce missile de croisière discret est invincible pour tous les systèmes de défense antimissiles et de défense aérienne existants et futurs. Un missile de croisière de portée illimitée, décrit comme quasi invulnérable, ça ne vous fait pas peur? Ça, c'est destiné à qui? À nous, non? Écoutez, je crois que c'est aussi une réponse à un budget militaire américain qui explose. Voilà, remettons un peu les choses en place. Le budget militaire russe est à peine supérieur au budget militaire français. C'est aujourd'hui le 4e budget au monde. Même l'Arabie Saoudite a un budget supérieur au niveau des dépenses militaires à la Russie. Donc, quand l'un de vos adversaires potentiels augmente son budget de 10%, c'est quoi la réaction normalement d'un État qui se défend? C'est de dire je regarde ou moi aussi je peux vous montrer que j'ai des muscles. Donc, pardonnez-moi, mais ça me semble être tout simplement la conséquence de cette course à nouveau aux armements que vient d'engager l'Amérique. Vous le soutenez aussi sur la Syrie? Oui, et je le dis très clairement, je connais bien la Syrie, j'y suis allé 4 fois ces 2 dernières années. Heureusement que la Russie est intervenue, autrement on aurait peut-être un régime djihadiste à Damas en ce moment. S'il est de bonne foi, Vladimir Poutine, pourquoi ne fait-il pas respecter par son allié, et certains disent son obligé, Bachar el-Assad, le cessez-le-feu quotidien de 5 heures sur la route orientale que l'armée syrienne continue de bombarder sans discontinuer? Je crois que là aussi on a un double... C'est très difficile de savoir la vérité. Dans une guerre, c'est toujours la vérité qui est la première victime. Si vous écoutez les Russes et les Syriens, ils vous disent en réalité c'est les djihadistes qui empêchent la population civile de partir. Voilà, qui dit la réalité sur la Ghouta? Franchement, j'en sais rien. Merci beaucoup Thierry Mariani d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, il n'y a pas que des sympathisants à Vladimir Poutine en Russie. Parmi les réfractaires, bien sûr, il y a ceux qu'on voit. Seul un votant sur 5 hier a fait un autre choix que lui. Certes, c'est peu, mais il y a aussi tous ces Russes qui n'ont pas voté tout simplement par rejet, par fatalité, par indifférence, par peur peut-être aussi, car s'opposer à Vladimir Poutine en Russie, c'est parfois prendre un risque, comme nous le montre ce reportage d'Elena Volochine. Sur ce pont, aux portes du Kremlin, par moins 20 degrés, Grigory Saksonov monte la garde. Depuis l'assassinat de l'opposant Boris Nemtsov il y a 3 ans, ici, des bénévoles se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour préserver son mémorial improvisé. Le plus dur pour nous ici, ce n'est pas tant la météo. Le plus terrible, c'est la haine des gens. Ils pissent, ils crachent, ils nous insultent, ils nous brisent les os, ils frappent même les femmes. L'an dernier, après un énième passage à tabac, l'un de ses bénévoles a succombé à ses blessures. Victime d'un climat de haine envers les opposants alimenté par les chaînes de télévision du Kremlin.
Pendant 15 ans, Dmitri Skoroboutov fut le rédacteur en chef des journaux télévisés de la chaîne publique Rossiya. Tous les soirs, sa direction lui envoyait ses documents. Nous les appelons les stop lists. Il s'agit des thèmes, des personnes ou des événements qu'il est interdit d'évoquer à l'antenne. N'importe quel mouvement social, n'importe quelle expression de mécontentement vis-à-vis du pouvoir est tabou pour la télévision publique. Objet du lynchage médiatique, les ONG de défense des droits de l'homme, comme Mémorial, classés agents de l'étranger par l'État russe. Les autorités et la télévision d'État martèlent sans cesse à l'opinion publique que nous sommes des ennemis, des nuisibles, et qu'il faut nous combattre. Pour avoir participé à une manifestation contre la réélection de Vladimir Poutine en 2012, Alexei Polikhovitch a purgé plus de 3 ans dans une colonie pénitentiaire. Des arrestations aussi massives, suivies d'une réaction aussi dure du système judiciaire, avec une quarantaine de personnes jugées en pénal, c'était une première dans la Russie de Poutine. Depuis, ceux qui défient Vladimir Poutine savent ce qu'ils risquent. Et ils ne s'attendent pas à ce que sa réélection soulève une vague de protestations comme il y a 6 ans. Voilà, et j'ai été rejoint entre-temps par Tatiana Tchernikova. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes juriste pour l'ONG Mémorial, dont on vient de voir d'ailleurs l'un des représentants dans ce reportage, d'Elena Voloshin. C'est dur d'être contre Poutine en Russie aujourd'hui. C'est difficile à vivre. On subit des pressions? Oui, on subit des pressions. Par exemple, il y a le cas de l'opposant Boris Nemtsov qui a été tué. On connaît aussi le cas de meurtre de notre collègue Natalia Estemirova, qui n'est toujours pas investiguée. Il y a la pression, par exemple, sur les dirigeants de Mémorial en Tchétchénie, notamment Ayoub Titiev, notre dirigeant, vient d'être arrêté pour une affaire fabriquée. Donc souvent, il y a des risques très importants pour les opposés. Il y a des sujets tabous aujourd'hui en Russie qu'on n'a pas droit d'évoquer, comme par exemple ce qu'on appelle nous en Europe l'annexion de la Crimée, ce que vous appelez côté russe le rattachement, ou bien justement, vous venez de le dire, l'assassinat de Boris Nemtsov. Quels sont ces sujets finalement dont on ne peut pas parler aujourd'hui et qui peuvent valoir des pressions très graves jusqu'à celles que vous venez d'évoquer? Oui, par exemple, si on parle de l'annexion de la Crimée, on a une loi qui permet de poursuivre les gens pour la contestation du territoire russe, c'est-à-dire qu'on conteste que le territoire russe appartient à la Russie. Donc, on peut parler de l'assassinat de Boris Nemtsov, mais ça ne mène pas à l'investigation. Et donc, il y a beaucoup de risques, par exemple, les risques liés à la critique du président tchétchène Ramzan Kadyrov. Qui est un, on peut le dire, un allié de Vladimir Poutine. Oui. C'est un allié de Vladimir Poutine, auquel Vladimir Poutine permet de faire beaucoup de choses en échange, comme il dit, de la tranquillité en Tchétchénie, de la politique pro-russe de la Tchétchénie. Oui, il a fait des scores importants d'ailleurs en Tchétchénie, Vladimir Poutine. Oui, il a fait des scores, je crois que c'est à peu près 90%, mais par contre, il y avait certains bureaux de vote où il y avait les électeurs, les observateurs de Navalny qui ont observé en Tchétchénie, et là-bas, le taux de soutien de Poutine était plus bas et le taux de participation aussi était plus bas. Oui. Donc ça dépend aussi de l'observation. Alexei Navalny, le grand opposant de Vladimir Poutine, qui avait notamment participé aux manifestations de 2011 et 2012, aux côtés, à l'époque, de Boris Nemtsov, avant que ce dernier soit assassiné, et qui ne participait pas, lui, Alexei Navalny, à l'élection d'hier. Il a envoyé 33 000 observateurs dans les bureaux de vote. Vous-même, vous avez entendu parler de fraude, d'irrégularité? Oui, j'ai entendu parler des fraudes, mais je pense que ces élections sont surtout marquées par les problèmes liés à la registration des candidats. Par exemple, Alexei Navalny, c'est un opposant qui est assez fort, qui a marqué un bon score à l'élection de maire en 2013, et à cause d'une affaire fabriquée pénale, voilà, le maire de Moscou, et à cause d'un cas criminel fabriqué contre lui, il n'a pas pu participer à ces élections. Donc je pense que le problème, c'était le manque de concurrence. Quand il n'y a pas de concurrent fort, on n'a pas besoin de faire beaucoup de fraude pour que les élections ne soient pas justes. Comment vous expliquez, vous, que cette opposition ne soit pas plus forte, justement, qu'elle soit totalement atomisée, comme on l'a vu hier, et que même ses leaders, Alexei Navalny en l'occurrence, s'en prennent les uns aux autres? Il a quasiment humilié Ksenia Sobchak hier sur sa propre télévision à lui. Oui.
Moi, personnellement, je regrette cela. Je trouve que déjà, l'opposition démocratique, elle est en minorité en Russie. Et c'est vrai que cette atomisation, ça mène à beaucoup de conflits et au fait qu'il n'y a pas une stratégie générale de l'opposition. Donc, ça les discrédite aux yeux de l'opinion? D'une part, oui. D'autre part, on a eu certains gens qui n'ont pas voté hier, les opposants, d'autres qui sont venus voter, les 13e partis qui ont fait leur bulletin nul. Donc, tout cela montre qu'on n'a pas pu montrer combien il y a d'opposants en Russie parce que c'est très difficile de compter les opposants quand il y a des stratégies si différentes. Alors il faut dire d'où vient Mémorial, fondé par le prix Nobel de la paix, Andreï Sakharov, à la fin de la perestroïka, à l'époque pour venir en aide aux prisonniers politiques, recenser les crimes commis sous l'ère soviétique. Vous vous êtes ensuite heurté à plusieurs reprises au pouvoir de Vladimir Poutine. Sur quoi exactement? Je crois que vos archives ont été saisies normalement, notamment c'était en 2008, les archives sur le goulag. Oui, on a beaucoup de problèmes sur les archives parce qu'il y a les sujets secrets et on s'est aussi opposé sur les questions de deux guerres de Tchétchénie. Donc on a beaucoup travaillé sur les cas des exécutions des gens en Tchétchénie, sur les cas des disparitions forcées. Et vous avez d'ailleurs le cas, vous l'avez dit d'ailleurs il y a quelques instants, de Natalia Estemilova qui a été elle-même assassinée, c'était en 2009 et qui avait fait l'objet de menaces auparavant. Oui, elle a été menacée par des gens de Kadyrov parce qu'elle travaillait beaucoup sur le cas des disparitions forcées en Tchétchénie, notamment les disparitions dans lesquelles les gens de Kadyrov étaient impliqués. Il y a une loi ici depuis 2012 qui vient encadrer les activités des ONG et des médias considérés comme des agents de l'étranger. Elle vous empêche de travailler avec l'administration. Cette loi, concrètement, quelle incidence ça a sur vos activités à vous à Mémorial ? Ça a de l'incidence sur l'opinion publique parce que ce terme agent étranger, ça montre au public que ces gens sont des ennemis. Et souvent les gens, notamment les administrations régionales, ils ont peur de travailler avec Mémorial, même si Poutine a dit que ce statut ne doit pas empêcher les ONG de travailler correctement. Mais en pratique, ça mène que souvent les autorités refusent de contacter Mémorial parce qu'ils disent que voilà, vous êtes des ennemis de la Russie. Et on doit marquer surtout nos reportages, surtout nos articles, qu'on est des agents étrangers. Donc, ça humilie notre organisation et puis ça crée des problèmes. Il y a des ONG qui ont dû partir, Human Rights Watch, il y en a un certain nombre qui ont dû oui. quitter la Russie. Certains ont quitté, les autres, ils ont renoncé au financement étranger. Si on parle des ONG russes, les autres, ils ont préféré fermer une ONG et travailler à titre non officiel. Cette année 2012, l'année où cette loi justement a été votée par la Douma, elle a marqué un tournant. Il y a eu un avant et un après. Ce qui s'est passé en 2012, on s'en souvient. Il y a eu fin 2011 les législatives et puis ensuite en 2012 la présidentielle qui a vu à l'époque déjà la réélection de Vladimir Poutine. À l'époque c'était pour un 3e mandat et des manifestations. Oui, à l'époque, il y a eu beaucoup de protestations et je pense que c'est aussi à cause de ça que le pouvoir russe il a eu un peu peur et il a commencé à faire ses lois contre les ONG. Et c'était vraiment une période qui a marqué la Russie parce qu'après, le pouvoir a commencé à devenir plus autoritaire à cause de ces lois qui étaient censées... Pour vous, c'est le point de basculement 2012 ? Je pense que c'est un des points de basculement, mais j'ai peur que cette année-là va être un autre point parce que là, le score que Poutine a eu lors de ces élections, c'est beaucoup plus haut qu'en 2012. Donc à l'époque, il y a eu quand même beaucoup plus de protestations, des activités de l'opposition. Donc je pense que maintenant, ça va être plus difficile. Merci Tatiana Tchernikova. Vous venez de le dire, un score bien plus élevé aujourd'hui, puisqu'il totalise près de 77% des voix contre 63% à l'époque. Autrement dit, il a amélioré son score de près de 15 points. On s'en souvient, à l'époque, dans la rue, il y avait beaucoup de jeunes, au point qu'on a même parlé d'un printemps russe. Mais le mouvement, plusieurs dizaines de milliers de manifestants chaque jour, il a finalement tourné court. 6 ans plus tard, les jeunes ne sont plus les mêmes. Les adolescents d'aujourd'hui, eux, ils n'ont connu que Poutine. Et si certains gardent la fibre contestataire, beaucoup relaient les discours de leurs aînés, le rejet d'une période instable et d'une Russie exsangue et déclinante dont seul Poutine a su les extraire. C'est un reportage à nouveau d'Elena Volochine. Alexandre aura 18 ans dans 2 mois. Il est membre d'un club militaire patriotique extrascolaire qui allie les activités sportives à l'apprentissage militaire. Dès l'enfance, on nous inculque le patriotisme, l'amour de notre patrie et de notre armée. Pour l'État russe, l'éducation dite militaro-patriotique est une priorité. Dans les années 90, lorsque l'armée était en ruine, tout le monde essayait d'échapper au service militaire. Maintenant, l'armée a retrouvé sa grandeur et le mérite en revient à notre leader, Vladimir Vladimirovitch Poutine.
Après ses études, Alexandre veut devenir officier dans les services secrets. Je suis un patriote. Si tu veux la paix, prépare-toi à faire la guerre. Assia a 18 ans. Elle a rejoint l'équipe de l'opposant Alexei Navalny. Je suis née en janvier 2000 et depuis toute ma vie, Vladimir Poutine est au pouvoir. Depuis son enfance, Assia prend des cours d'allemand. Elle projette de partir faire ses études en Allemagne. D'abord, je trouve que l'Allemagne est un pays plus développé que la Russie. Et puis, il y a les études. Là-bas, l'enseignement supérieur est gratuit. Chez nous, les choses vont mal. Pour avoir droit à l'enseignement gratuit, il faut des notes très élevées. Sinon, dans les bonnes universités, l'année coûte un demi-million de roubles. Assia veut devenir politologue. Ensuite, je veux revenir en Russie car c'est mon pays et je dois changer les choses ici. Imaginez que votre modèle est fatigué après une lutte. Sofia a 19 ans. Elle est étudiante à l'école supérieure des beaux-arts de sa ville natale. La politique, elle n'y entend pas grand-chose. Mon cerveau se débranche dès qu'on me parle de politique. Mais elle pense tout de même que Vladimir Poutine est garant du fait qu'il n'y aura pas la guerre. Au moins, nous avons la stabilité. Nous n'avons pas de cataclysme, de guerre et de bouleversements majeurs. Merci à lui et rien que pour ça. Une opinion que partagent la plupart des Russes, tous âges et conditions sociales confondues. Et pour vous qui nous regardez, elle est le visage de France 24 ici à Moscou. Elena Voloshin, bonjour. Bonjour Raphaël, bienvenue dans le froid. Merci de m'accueillir. Alors ce reportage qu'on vient de voir, c'est vous qui l'avez tourné, Elena, comme tous nos reportages d'ailleurs sur la Russie. Vous avez eu du mal à trouver des avis différents qui s'expriment sur Vladimir Poutine et le pouvoir en Russie. Alors, au tout début, c'est vrai que les gens ont assez tendance à dire qu'ils sont tous pro-Vladimir Poutine. Ensuite, il faut quand même parfois beaucoup discuter pour nuancer cela. Ceci étant dit, c'est vrai que on a ce plébiscite qui apparaît de 76% pour Vladimir Poutine. Il faut le dire, il y a quand même beaucoup de Russes qui soutiennent vraiment le président par manque d'alternatives, parce qu'il y a une très forte propagande, parce qu'on lui est gré aussi de toutes les réformes qu'il a menées dans les années 2000. Il y a diverses raisons. Je ne peux pas dire que j'ai eu du mal à trouver des gens quand même qui ne soutenaient pas Vladimir Poutine, parce que souvent d'abord ils sont là où on ne les attend pas. Il y a quand même une profonde crise sociale, démographique, économique qui mine la Russie, et donc ce soutien qui a été extrêmement fort, qui a été extrêmement puissant, tous comme un seul homme au moment de l'annexion de la Crimée, parce que Vladimir Posner en parlait, c'est la fierté retrouvée, eh bien il s'effrite un peu par endroits parce que les gens vivent assez mal finalement en Russie. Donc j'ai pas eu beaucoup de mal à trouver ces gens, mais c'est vrai que tout le monde a quand même tendance à tenir un peu le même discours de prime abord. Oui, on a l'impression, d'ailleurs dans les témoignages que vous avez recueillis, que beaucoup assimilent la Russie à Vladimir Poutine. Et lorsqu'on n'est pas satisfait à cause de cette vie chère, comme la jeune fille qu'on vient de voir d'ailleurs dans ce reportage, on pense d'abord à partir en Allemagne en l'occurrence, plutôt qu'à voter, parce qu'il n'y a pas d'opposition aujourd'hui dans les urnes. Mais il n'y a pas d'opposition, il n'y a tout simplement pas d'alternative. Pour revenir sur les jeunes, justement, j'en ai rencontré un qui n'est pas dans ce reportage, mais qui m'a beaucoup surpris parce que il me dit mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que le jeune, il a à la base envie de nouveautés, il est contestataire, il regarde aujourd'hui Internet. D'ailleurs, Internet, c'est vraiment un cheval de bataille pour le Kremlin parce que c'est là que vont les jeunes. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, même le jeune qui est hyper patriote au début, etc., lui aussi, il me dit oui, mais sur Internet, quand même, je suis d'accord, il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas en Russie, mais là, il faut quand même remettre ça dans le contexte de l'éducation patriotique qui est très forte en Russie. Les enfants sont extrêmement militarisés à l'école, on l'a vu. Donc après, c'est une question de sensibilité, de contexte familial. Ces jeunes très patriotes, souvent, même Internet, ça n'a pas d'emprise sur eux. Mais effectivement, il y a toute cette frange plutôt pro-Navalny. C'est le fond de soutien à Navalny. Aujourd'hui, c'est les 16-18 ans. C'est impressionnant. Ils sont tous extrêmement jeunes. C'est la colonie de vacances dans son QG. Et donc, effectivement, ils sont... ces gens-là, ils ont pas d'alternative, en fait. Ils sont jeunes, ils ont envie de quelque chose, mais ils se disent on va pas faire une révolution parce qu'ils savent très bien qu'en Russie en ce moment c'est tout sauf possible. On ne peut à peine sortir manifester sans autorisation et on risque de fortes amendes ou de la détention. Donc ils savent pas quoi faire avec ça. Alors finalement, même les jeunes sont passifs en fait. Oui, parce que c'est tout le paradoxe de ce régime, ce pouvoir décrit comme autoritaire, c'est qu'en même temps les jeunes disposent de tous les moyens d'information et de communication moderne.
Oui, effectivement, et encore une fois, ils vont sur Internet, etc. Après, ça dépend vraiment, j'ai l'impression, beaucoup du contexte familial de chacun et de la sensibilité de chacun, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'on est réceptif à l'Occident, à ce que peut offrir l'Occident, à ce rêve un peu de démocratie, etc. Ou à quel point est-ce qu'on vient d'une famille plutôt conservatrice, qui prône les valeurs, notamment par exemple les grands-parents qui ont vaincu les nazis, ça c'est au fondement aussi du patriotisme russe, les enfants sont élevés là-dedans, et souvent les enfants sont presque plus patriotes que leurs parents, et puis ceux qui sont passifs, je leur ai demandé, est-ce que vous voyez au moins quelque chose à faire? Ils me disent, c'est parler avec nos parents, c'est faire changer nos parents, c'est faire changer la mentalité de nos parents pour essayer de faire avancer les choses en fait. Oui, alors vous venez de le dire, c'est transgénérationnel finalement ce vote, ça va au-delà simplement de la jeunesse. Finalement pour les Russes, Poutine c'est la Russie. Alors ça complètement, c'est absolument clair. Poutine, c'est la Russie et on se demande même si c'est pour les Russes ou pas parce que finalement il n'y a vraiment pas d'alternative pour le moment. En tout cas, c'est vrai que même les Russes qui sont déçus, qui auraient envie d'autre chose, eh ben, ils n'y pensent pas. C'est comme une évidence, ça s'impose. On leur dit, même c'est très difficile de parler d'élection aux Russes parce qu'il n'y a pas d'élection, donc en fait ils n'ont personne à élire. On se demande souvent pourquoi parce qu'il y a des candidats d'opposition, mais alors pourquoi il n'y a pas d'élection? Parce que le système est fait de telle manière. Pavel Grodinin, le numéro 2 communiste, il a signé pour pas faire plus de 11%, c'est clair, il a mené une campagne extrêmement molle. Ces gens-là, ils savent qu'il y a des barrières à pas franchir, si vous voulez, même les opposants. Donc les Russes, ils voient absolument pas d'alternative, c'est clair. Et donc dans ce contexte, effectivement, la Russie, c'est Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, j'ai interrogé à ce sujet hier soir un cinéaste russe très célèbre, primé aux Oscars. C'est un proche de Vladimir Poutine. Et écoutez, lui, il a ce discours qu'ont souvent les Russes. On l'écoute. Jouer la Russie à pile ou face pour passer un peu les rênes à d'autres, en changeant le système, en déviant le cours des choses, en modifiant les vecteurs, c'est très dangereux. Pas seulement pour le pays, mais pour le monde entier. Comme Vladimir Poutine convient aux gens vivant dans ce pays, à la majorité d'entre eux, s'il est prêt à assumer cette tâche, s'il fait des promesses qu'il tient, je ne vois pas où est le problème. Parce qu'en fin de compte, ce qui nous intéresse, c'est la stabilité, et non pas de jouer à une soi-disant démocratie qui ressemblerait à la démocratie dans le monde. Alors il y a tout dans ce qu'on vient d'entendre, il y a à la fois cet énorme scepticisme vis-à-vis de la démocratie à l'occidentale, vendue d'une certaine manière par l'Occident, et puis il y a aussi cette notion de stabilité. Finalement, la verticale du pouvoir, c'est ça. Aujourd'hui, tout remonte à Vladimir Poutine. Absolument tout, même le caniveau qu'il fait réparer à 6000 km de Moscou. Mais c'est pas une blague. C'est-à-dire que, en fait, Vladimir Poutine, il encourage très fortement à taper sur les fonctionnaires locaux, sur les autorités locales. Très souvent, il fait tomber des têtes, il tape du poing sur la table et il encourage tout ce qui promeut le fait de mettre en cause les autorités. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je le disais, les Russes vivent plutôt mal dans la Russie profonde. Il y a une crise d'infrastructure, il y a une crise du chômage, les gens n'ont pas de travail, les salaires sont très bas et donc il faut des responsables. Alors comme les gens, ils n'ont pas le droit d'en vouloir à Vladimir Poutine, ils n'ont pas le droit de haïr Vladimir Poutine, ils en veulent mortellement, ils haïssent les fonctionnaires locaux et les autorités locales. Pour l'anecdote, pendant le semblant de campagne, j'ai un peu suivi Vladimir Poutine et il a été récompensé des journalistes de toute la Russie parce que la Russie c'est quand même grand, c'est-à-dire qu'une région c'est presque un pays, parfois il y a un gouvernement local, etc. etc. Donc, et les journalistes locaux, ils sont complètement libres et indépendants. Alors ils écrivent sur le maire qui est absolument corrompu, qui a volé dans la caisse de l'État, du coup la route n'est pas réparée, etc. Ça, ils sont libres de faire ça à souhait et ils reçoivent des prix pour ça. Et devinez qui décerne les prix? C'est Vladimir Poutine. Alors le prix était intitulé Vérité et honnêteté pour l'indépendance du journalisme, décerné par Vladimir Poutine. Parce que Vladimir Poutine, il est au-dessus de tout ça. C'est ça la verticale du pouvoir, c'est le transfert de responsabilité de haut en bas. Sauf que justement, j'ai senti que c'est là où c'était en train de s'effriter, c'est là où ce soutien infaillible à Poutine, c'est-à-dire les fonctionnaires locaux coupables de nos malheurs, Poutine c'est la solution, c'est en train de s'effriter. Les Russes sont en train de sentir que Vladimir Poutine est responsable du système. Et je pense que c'est ça qu'il faut surveiller très attentivement, c'est-à-dire à quel moment est-ce que ça va remonter du bas vers le haut, à quel moment est-ce que les Russes en bas, ils vont dire ce ne sont pas eux les responsables, c'est celui qui les a placés là, c'est celui qui chapeaute tout le système qui est responsable. Et oui, à trop vouloir centraliser, on passe de grand ordonnateur à responsable peut-être, on verra si c'est ce qui se passera. Merci beaucoup Elena Voloshin, et effectivement c'est peut-être l'illustration la plus évidente du pouvoir fort, vertical, incarné par Vladimir Poutine. Chaque année à la télévision, le président russe reçoit en direct les doléances de ses compatriotes. L'émission à ligne directe est un énorme succès, des citoyens de la rue triés tout de même sur le volet.
y interpellent le chef de l'État sur leurs difficultés quotidiennes. Le seul espoir pour beaucoup de Russes de voir enfin régler leurs problèmes face à l'inertie des pouvoirs locaux. On regarde tout de suite votre reportage, Elena. Rjev, une petite ville à 200 km à l'ouest de Moscou. L'an dernier, les habitants de cet immeuble ont tenté de joindre Vladimir Poutine pendant sa ligne directe. L'immeuble est fissuré de haut en bas. Voilà la fissure. Elle part à la verticale jusqu'à tout en haut. L'immeuble risque tout simplement de s'effondrer. Sergueï et ses voisins ont droit au relogement car leur habitat est vétuste. Problème, les autorités locales leur imposent des solutions qui n'en sont pas. La mairie me propose un appartement, le voici, ça c'est ce qu'ils appellent un balcon. Dans notre pays, tant que le président ne s'en est pas mêlé, aucun problème n'est réglé. C'est tout, il n'y a pas d'autre solution. Tant de gens souffrent et personne ne les voit ni ne les entend. Hélas pour eux, Vladimir Poutine ne les a pas non plus entendus. Car l'an dernier, ils étaient 2 600 000 à espérer que leurs doléances aboutissent durant les 4 heures de son show télévisé. Pourtant, en 2016, un SMS envoyé de cette région a eu ses 6 secondes d'antenne. Aidez-nous à sauver notre palais de la culture. Il n'y a pas d'argent dans le budget. Il faudrait retrouver cette adresse. L'adresse se trouve au bout de cette route défoncée. La place centrale de Nelidovo et son palais de la culture en ruine. Bien sûr, cela fait mal de voir cela, parce que ce lieu concentrait toute la vie culturelle de la ville. Lubov est l'auteur du SMS à Vladimir Poutine. Sa boutique est située à une centaine de mètres du palais. Le gouverneur est venu. Il a promis de faire les travaux dans un délai de 2 ans. Tout le monde essaie de joindre la ligne directe avec Poutine. C'est devenu une habitude. Parce qu'au moins, les choses bougent dès lors que l'on s'adresse au président. Mais ces plaintes et ces aides sont des cas isolés. Ce qu'on voudrait, nous, les gens ordinaires, c'est recevoir une aide non pas à titre d'exception, mais mieux vivre dans le pays. Retraité, Lubov doit travailler 7 jours sur 7 pour subvenir à ses besoins. Comment voulez-vous que je survive avec 8 400 roubles de retraite par mois? Le peuple a perdu tout espoir. Face aux problèmes du quotidien, une fois par an, un seul espoir pour des millions de Russes, que Vladimir Poutine fasse un miracle. Et à mes côtés, Pavel Chinsky, vous êtes directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, il y a les grandes villes, Moscou, nous nous trouvons, Saint-Pétersbourg, Yekaterinbourg, et puis dans le reste de la Russie, quelles sont les conditions de vie aujourd'hui? Est-ce qu'on a les moyens de travailler, d'entreprendre, de faire venir les investisseurs? Alors vous avez une quinzaine de grandes villes millionnaires, sachant qu'à l'est de l'Oural, vous avez autant de population qu'à Moscou intramuros. Ça vous donne une idée de la densité de la population très forte à l'ouest, du côté des frontières occidentales, et de la très faible densité que vous avez jusqu'à la façade pacifique. Donc vous avez des phénomènes extrêmement différents, des villes où les élites locales ont trouvé le moyen de booster la vie, par exemple le Tatarstan, qui est l'une des républiques les plus dynamiques, musulmanes et en même temps férues de nouvelles technologies. Vous avez des régions comme le sud de la Russie qui retrouvent le goût à l'agriculture depuis les sanctions et l'embargo alimentaire qui, par effet boomerang, a dopé une vie agraire qui était la grande perdante des années 90. Et puis vous avez des régions qui se meurent, un petit peu comme l'Extrême-Orient qui voit la population décliner. Vladimir Poutine, dans son discours hier, a rappelé qu'en 2001, par exemple, seuls 4000 Russes avaient fait des prêts hypothécaires pour accéder à leur propriété de leur logement. L'inflation, à l'époque, elle était de 30%, c'est dire effectivement les conditions difficiles. En 2017, ils étaient 1 million à avoir pu souscrire un prêt avec une inflation inférieure à 10%. Cette société de propriétaires, c'est le grand acquis du poutinisme? Alors, c'est ce qui a aujourd'hui été sans doute la grande différence avec les crises que l'on a connues dans les années 90, c'est
que la classe moyenne aujourd'hui existe. On la voit dans toute cette petite ville dont nous venons de parler. À Moscou, elle est absolument partout. Vous voyez des enseignes, des voitures, des banques, des Auchan, des Leroy Merlin. Les entreprises françaises sont bien placées justement auprès de cette classe moyenne. Et le pouvoir d'achat n'a pas chuté lors de la dernière crise financière comme il l'avait fait durant les années 90. Oui, parce qu'il faut le dire, après 2 mandats à des taux de croissance aux alentours de 7% par an en moyenne, eh bien, les 6 dernières années ont été marquées par la stagnation. C'était les années presque de la récession, même pour certaines d'entre elles. Où se trouve la Russie aujourd'hui? Elle n'est toujours pas sortie de la crise, hein. L'économie est toujours une économie de rente. Les principales rentrées du budget sont des rentrées liées aux hydrocarbures et aux matières premières. Mais aujourd'hui, le 4e mandat de Vladimir Poutine, d'après sa récente adresse aux 2 chambres du Parlement, va être consacré à la diversification de cette économie en mettant la pédale forte sur justement les nouvelles technologies. Et nous espérons que ce sera en concertation et en partenariat avec les entreprises occidentales et néanmoins françaises. La Russie, en ce moment, elle fait l'objet de sanctions suite au rattachement ou l'annexion de la Crimée. Comment vous voulez, d'une certaine manière, vous voulez surmonter ces sanctions? Est-ce que c'est d'abord comment les vivent les entreprises russes? Et puis on le voit, est-ce que d'après vous, c'est pas aussi un problème pour les entreprises françaises? Parce qu'il y a quand même des mesures de rétorsion qui sont prises, notamment à l'égard des agriculteurs français. Vous, ça vous pénalise, non, à la Chambre de commerce franco-russe? Absolument. Les sanctions les plus dures pour nous sont des sanctions financières qui sont liées à des difficultés d'accès au financement pour un certain nombre de PME qui souhaiteraient développer leurs activités sur le marché russe et qui ne peuvent pas parce que les banques ne suivent pas. Ensuite, vous avez des excès de compliance, un certain nombre de difficultés toujours dans les mécanismes financiers qui font que aujourd'hui, pour avoir une activité liée à la Russie en France, il faut montrer patte blanche et même plusieurs pattes en même temps. À côté de ça, les entreprises s'adaptent, vous avez des nouveaux marchés qui s'ouvrent, vous avez des nouvelles niches qui sont explorées et l'agriculture avec la pharmacie sont sans doute les secteurs d'avenir aujourd'hui dans ce contexte. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas le paradoxe de ces sanctions qu'en faisant mal à la Russie, elle l'a obligée à faire ce qu'elle n'avait pas voulu faire finalement ces dernières décennies, diversifier son économie, contrainte et forcée? C'est le discours des élites russes, il est vrai jusqu'à un certain point comme tous les discours officiels. Bon, ça veut dire aussi que la Russie doit aller aujourd'hui vers davantage de libéralisme. Ça peut donner une indication du prochain Premier ministre. On dit beaucoup que Dmitri Medvedev est impopulaire pour les affaires notamment de corruption qu'on lui reproche. Est-ce qu'un retour en grâce d'Alexei Koudrine, par exemple, c'était l'ancien ministre des Finances qui avait été limogé en son temps, est-ce que ça pourrait arriver? C'est peut-être lui l'homme de demain, un libéralisme à nouveau échevelé à la tête de la Russie? La grande question qui va se poser pendant ce mandat, ça va être la préparation de la succession de Vladimir Poutine qui a déclaré lui-même qu'il ne briguerait pas un 3e mandat qui est interdit par la Constitution. De toute façon, le Premier ministre est un emploi technique en France. Et le charisme ou la longévité politique du personnage, finalement, est peu important tant que Poutine reste aux manettes. La vraie question est de savoir qui va arriver à l'issue de ce 4e et j'imagine dernier mandat. Bon, ça va être le suspense en tout cas. Merci beaucoup à vous, Pavel Chinsky, d'avoir répondu à nos questions. On vous remercie et on va avoir quelqu'un d'autre d'ailleurs qui est lié lui aussi à la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. C'est Joël Lottier. Bonjour Joël Lottier, je vous salue. Bonjour. Alors ceux qui nous regardent peut-être vous connaissent, se souviennent de vous parce que vous êtes champion d'échecs. Je rappelle que vous avez été grand maître international, vous avez été candidat au titre mondial et vous avez battu le grand maître aujourd'hui retiré des échecs, on peut le dire, mais devenu opposant politique à Vladimir Poutine, c'est Garry Kasparov. Vous-même, vous avez fait le choix de vous installer en Russie depuis quelques années maintenant. Oui, tout à fait. En fait, j'y suis venu le jour où j'ai décidé de changer de carrière. Donc, j'étais joueur d'échecs professionnel, comme vous l'aviez mentionné à l'instant, et je me suis lancé dans les affaires. Et je connaissais bien la Russie pour y être venu, pour faire beaucoup de tournois d'échecs, m'y être entraîné. C'est un pays que j'avais toujours beaucoup apprécié. Je parlais déjà la langue couramment. Donc, je me suis dit que c'était un peu un Eldorado il fallait tenter sa chance. Oui, vous êtes consultant dans la finance, aujourd'hui en fusion-acquisition, c'est ça? Oui, tout à fait, en finance d'entreprise, oui. Qu'est-ce qui vous a décidé donc à venir travailler? Il y a beaucoup d'opportunités ici en Russie? C'est un marché, surtout lorsque moi je suis venu, c'était en 2006, un marché qui était en pleine expansion à l'époque. Vous le mentionnez tout à l'heure, il y a un taux de croissance de 7% par an. C'était un peu la mode en fait. Il y avait beaucoup de jeunes occidentaux qui venaient faire fortune en Russie. C'était, comme je le disais, un peu un Eldorado. Et après, vous n'avez pas mordu la poussière à l'orée des années 2010? Bien sûr qu'il y a eu un ralentissement assez prononcé un peu plus tard, surtout dû à la crise financière en fait. Je pense que c'est pas tellement le régime politique qui a mené à ça. Et aujourd'hui, les sanctions, bien sûr, contraignent le pays à ralentir dans beaucoup d'activités. Vous suivez, vous, la politique ici, vous vous y intéressez, comment vous voyez les choses?
Oui, bien sûr, je m'y intéresse. Alors, je pense que Vladimir Poutine a une vraie popularité, c'est indéniable. Je pense que le pays est un peu divisé en deux parties. Une partie qui estime que Vladimir a redonné une fierté au pays, et l'autre partie qui estime que certes, il a réussi pas mal de choses, mais qu'aujourd'hui, il est un peu de l'ancien temps et qu'il faudrait changer un peu les méthodes de gouvernance, notamment sur le plan économique. Mais il va sans dire que la première partie est beaucoup plus importante que la deuxième en nombre. Votre ancien confrère, et on imagine sans doute idole, un temps, Garry Kasparov a tenté une carrière politique dans l'opposition frontale à Vladimir Poutine. Vous l'avez suivi. Comment vous jugez-vous sa démarche et ses prises de position ? Alors, pardonnez-moi, je suis obligé de rectifier. Kasparov n'a jamais été mon idole. D'accord, c'était Karpov alors, parce qu'à l'époque, il y en avait deux qui dominaient le paysage des échecs. Non, mais comme j'ai déjà battu Kasparov, il ne peut pas être mon idole par définition. Ah, d'accord. Ça, c'est de la fierté de joueur d'échecs ou c'est... Non, il se trouve que je connais un peu le personnage aussi et que j'ai jamais trop adhéré à ses idées. Bon, Kasparov a arrêté les échecs aussi. Il a pris sa retraite, il s'est lancé dans la politique. Il a trouvé, on peut dire, un peu un créneau. Et son créneau, c'est, tel qu'il le voit lui, en tout cas, de représenter l'opposition à Poutine en Occident et notamment aux États-Unis où il habite désormais. Bon, je dois dire que je ne partage pas du tout ces positions. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'elles sont beaucoup trop simples, elles sont très formatées. Il répète un peu toujours les mêmes choses. Le pays est infiniment plus complexe et Poutine lui-même est beaucoup plus complexe que lui ne le décrit. Vladimir Poutine qui a fait monter une nouvelle génération de dirigeants ces dernières années. Il l'a dit hier un peu sous forme de boutade, il ne se voit pas diriger le pays jusqu'à ses 100 ans. Il pourrait passer la main vraiment d'ici la fin de son mandat, vous croyez ? Personne n'est éternel, même Vladimir Poutine, bien sûr. Évidemment, la constitution russe, effectivement, interdit de briguer un troisième mandat consécutif. C'est bien pour ça, on se souvient qu'il avait fait, comme on dit aux échecs, ce petit rock. Un rock, voilà, c'est ce qu'on a l'habitude de dire avec Dmitri Medvedev. Avec Medvedev. Donc, je ne pense pas qu'il rejouera la même combinaison d'ici 6 ans, parce que quand même, il aura 78 ans et ce sera difficile. On parle à un spécialiste. On décrit souvent, nous, en Occident, Vladimir Poutine comme un très grand stratège, un joueur d'échecs face au joueur de casino qui serait Donald Trump. C'est comme ça qu'on peut voir les choses. C'est un bon joueur d'échecs pour vous, Vladimir Poutine ? Je pense que Vladimir Poutine, s'il jouait sérieusement aux échecs, serait très bon. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en géopolitique, je pense qu'il est passé maître dans l'art. Là où il a vraiment un talon d'Achille, c'est effectivement sur les questions d'ouverture de l'économie, de progrès du pays, par d'autres façons que l'économie planifiée par l'État. Il croit au libéralisme, vous pensez ? C'est un convaincu parce qu'il a quand même émergé dans l'orbite de celui qui était maire de Saint-Pétersbourg et connu comme une ferme à libéraux d'une certaine manière, cette ville. Vous savez, c'était pas très difficile d'avoir l'étiquette libérale quand on sortait de 70 ans d'Union soviétique. Il suffisait pour ça d'avoir des idées un peu différentes. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que Poutine soit un libéral. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il se rend compte que le modèle soviétique ne peut pas fonctionner. Et quand on dit que dans les médias, notamment occidentaux et parfois français, que c'est son rêve de faire revenir le pays à l'Union soviétique, ça je n'y crois pas du tout. Merci beaucoup Joël Lautier d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez notre dernier invité ici même depuis, vous le voyez, Moscou et cette magnifique place rouge derrière avec notamment le Kremlin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette édition spéciale, ce débat ici même à Moscou. Das vidania, comme on dit ici.